Bonjour, bonjour à toutes et à tous et un grand merci d'être aussi nombreux ce matin. C'est vraiment toujours un plaisir de venir vous rencontrer ici, d'autant plus que j'ai des invités que je suis aussi très heureuse d'accueillir pour parler avec vous de culture, de sport, d'environnement, de services, enfin tout ce qui est utile pour rendre la qualité de ville encore plus belle. Et pour discuter de tout ça aujourd'hui, eh bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir Marianne Louradour. Marianne, vous êtes présidente de CDC Biodiversité, donc on devine un peu de quoi nous allons parler avec vous. Pascal Pelin, vous êtes le maire de Villeneuve-la-Garenne, mais vous êtes aussi conseiller à la métropole du Grand Paris et conseiller régional. À vos côtés, Sophie Bruer, vous êtes artiste lumière. Alors j'imagine que ça interpelle certains d'entre nous. Vous allez nous expliquer ce que vous faites en ville avec les habitants. Et puis à côté de vous, Folaké Aguiar, je suis ravie aussi d'accueillir. Folaké, vous avez créé une association et un média, Focus Culture. En gros, vous défendez la culture pour tous. Alors, j'avais très envie de démarrer avec vous, Marianne, parce que quand on parle de qualité de vie en ville, aujourd'hui, au XXIe siècle, la première chose qui nous vient à l'esprit très souvent, c'est comment on remet un peu de nature en ville. C'est quand même votre spécificité à CDC Biodiversité. Alors, peut-être nous expliquer comment vous fonctionnez déjà, avant de passer à quelques exemples un peu plus concrets. Vous n'avez pas de micro aussi? Où sont les micros? Ah, il y a toujours un petit truc, sinon, voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci Valérie pour ton invitation. Peut-être juste avant de répondre à la question de ce que la nature doit à la ville et de ce que la ville doit à la nature, peut-être juste rappeler, je sais que maintenant on est tous très conscients collectivement de ça, que nos sociétés sont sur une ligne de faille abyssale, qui est la crise de la biodiversité actuelle, qui a été démontrée assez récemment par les scientifiques, par l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité, si on peut dire, dans les années 2019-2020, et qui montre que nous sommes en train de traverser une crise de la biodiversité, on appelle ça la 6e extinction des espèces, à un rythme 100 à 1000 fois supérieur aux extinctions d'espèces qu'on a connues. Et sans rentrer là-dedans, et je pense que vous êtes tous très conscients de ça, mais juste donner comme ça un chiffre, un indicateur. Entre 1970 et 2020, on a perdu 70% des populations de vertébrés sauvages, c'est-à-dire les mammifères, les reptiles, les oiseaux, les poissons. 70%. Donc, bien sûr qu'il y a la disparition des espèces, c'est un sujet, mais il y a la disparition des populations à l'intérieur des espèces et il y a la disparition des écosystèmes. Et il se trouve que, premièrement, c'est nous qui détruisons cette nature, et ça aussi les scientifiques l'ont prouvé. On parle de l'ère anthropocène qui, lui, est un peu contesté sur son terme, mais c'est nous qui détruisons la nature, mais on est en train de, je file la métaphore, de scier la branche sur laquelle on est assis, parce que nous avons absolument besoin de la nature. Et c'est nous qui en avons besoin, c'est nos sociétés, nos économies qui avons besoin de cette nature. Et donc, aujourd'hui, compte tenu de ce qui est en train de se passer, effectivement, c'est un nouveau modèle qu'il faut inventer. Un nouveau modèle économique et un nouveau modèle de la ville. Ça fait, sur la ville, 40, 50 ans qu'on construit, qu'on aménage les villes en considérant que le sol est un support, que l'eau est une ennemie et que la nature est un ornement. Eh bien ça, l'équation a changé. Et il faut aller chercher l'intelligence, bien sûr, artificielle, la lier avec l'intelligence naturelle et considérer aujourd'hui vraiment que la biodiversité est une fonction et que la nature est une infrastructure. Et c'est avec cette conception-là qu'il faut aller construire les villes de demain et réadapter aussi la ville d'aujourd'hui. Alors, comment on fait concrètement? Parce que vous dites construire, mais on sait qu'aujourd'hui, construire n'est pas le mot qu'on aime entendre. Alors, concrètement, comment vous agissez, vous réhabilitez, comment vous réintroduisez la nature en ville? Parce que ça peut être assez surprenant parfois. En tous les cas, on ne s'attend pas toujours à ce que vous allez nous raconter. En fait, il y a plusieurs étages pour faire ça. Il y a quand même, dans l'acte de construire, il y a le sujet de la planification urbaine. Et donc, effectivement, il faut intégrer, je sais qu'il y a beaucoup de maires à la tribune, Pascal, et puis dans la salle, il faut réintégrer ce sujet au niveau de la planification. D'ailleurs, le législateur s'est emparé avec la loi climat résilience et la logique du ZAN sur
intégrer dans la planification urbaine la nature, c'est-à-dire des zones, les zones qui seront le plus connectées à des corridors verts, à des corridors bleus, à cette trame brune qui est cette trame du sol vivant, dont on parle beaucoup, dont nous avons besoin. Donc le législateur a demandé que cette planification urbaine soit faite, et donc il y a aujourd'hui tout un agenda de la planification qui part des STRADET, qui vont au SCOT et qui atteignent le PLU, et qui vont permettre d'avoir évidemment identifié, parce qu'on sait qu'il faut accueillir, qu'il faut loger, qu'il faut avoir des industries, de l'activité économique, mais il faut aussi avoir des zones de protection des espaces. Et donc ça, c'est très important. Et je crois que c'est un peu toute la philosophie du zéro artificialisation nette, qu'il faut d'ailleurs dépasser pour aller sur le sol vivant et sur la végétation. Mais on peut aussi travailler sur le bâti, bien sûr. Et là, on n'est pas dans l'acte de construire, on est dans l'acte de gérer. Et en fait, aujourd'hui, on peut voir son immeuble, il y a toujours un pied d'immeuble. À Paris, il y a énormément de cours intérieures, toutes ces petites cours haussmanniennes qui sont complètement artificialisées. Et tout ça peut être retravaillé avec ce regard de qu'est-ce que je peux faire sur la biodiversité, pour la biodiversité, et surtout pour moi, pour permettre, parce que qu'est-ce que fait la nature dans la ville? Elle permet d'avoir un air plus sain, de dépolluer, d'infiltrer l'eau et d'éviter, on a beaucoup parlé dans le nord, de ces abominables inondations. Donc l'infiltration de l'eau, la qualité de l'air, la séquestration du carbone, et puis aussi la santé physique, la santé mentale. Là aussi, il y a beaucoup de recherches aujourd'hui là-dessus pour dire qu'il y a une connexion entre la santé physique et mentale et la nature. Et donc ça peut se faire aussi au niveau du bâtiment, avec des indicateurs. Et ce que je voudrais dire aussi, et globalement, c'est équipez-vous. Équipez-vous, la biodiversité, c'est une science, c'est une expertise. Il faut que vous vous équipiez en indicateurs, y compris pour mesurer sur vos bâtiments, autour de vos bâtiments, dans vos îlots, en amont du projet, en aval, dans la gestion, dans la construction, pour avoir des indicateurs fiables qui vous disent: est-ce que j'ai un site qui est intéressant sur le plan écologique? Est-ce qu'il est connecté? Est-ce que j'ai des espèces? Ça, c'est les législateurs qui vous le demandent depuis 1976. Est-ce que j'ai des espèces protégées? Est-ce que j'ai de la biodiversité ordinaire? Qu'est-ce que je peux faire? Et prenez aussi des indicateurs pour mesurer la réintroduction de la biodiversité dans vos espaces bâtis, dans vos espaces à construire, et tout simplement aussi sur vos chaînes de valeur. Il y a aujourd'hui beaucoup de progrès qui sont faits sur la biodiversité, sur le pilotage. Là aussi, le législateur vous le demande avec la CSRD, qui va avoir le premier rapport extra-financier certifié par un commissaire aux comptes ou par un organisme tiers indépendant. Donc, le législateur vous demande cette mesure. 191 pays ont signé à Quevilly-Montréal en décembre 2022 un accord, un traité pour aller à zéro perte nette en 2030 et restaurer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même 191 pays qui ont signé pour être dans un monde à nature positive à partir de 2030. Et tout ça, ça passe par vous, au niveau local, au niveau du site, et par le pilotage que vous en ferez. Donc c'est ensemble qu'on peut changer les choses. La biodiversité en héritage, on en reparlera tout à l'heure parce que on ne pouvait pas ne pas évoquer les JO, mais voilà, surprise, c'est qu'on peut réutiliser aussi tout ce qu'on a construit avec les JO. Les JO, le sport. Alors il y a la nature, il y a le sport, il y a la culture. Le sport, c'est vraiment, ça fait partie du vivre ensemble, n'est-ce pas, Pascal Pelin à Villeneuve-la-Garenne. Alors j'ai essayé de m'entraîner à dire les Villéno-Garonnois. J'y suis arrivée, je suis très contente. Voilà, vous êtes 25 000 habitants à peu près à Villeneuve-la-Garenne. C'est une population assez jeune. Il y a quelques années, parce que vous êtes maire depuis 2020, mais vous aviez déjà 2 mandatures derrière en tant qu'adjoint. Vous avez quand même sauvé, si j'ai des bonnes informations, la piscine municipale. Vous avez réhabilité aussi le centre sportif Philippe Cattiot, et vous poursuivez dans les projets sportifs. Je dis tout ça parce que effectivement les services, ça englobe beaucoup de grands projets. Vous en parlerez aussi tout à l'heure avec le marché, le vivre ensemble, d'autres services dont on évoquera aussi certains exemples. Mais je crois que vous avez quand même mis un grand axe sur le sport. Pourquoi finalement autant de
d'axe sur les équipements sportifs. On a traversé une dynamique incroyable des Jeux Olympiques. Donc il y a eu l'avant, il y a eu le temps des JO, il y aura l'héritage bien évidemment, mais cette dynamique a commencé il y a plusieurs années et évidemment on a surfé sans jeu de mots sur cette dynamique-là. Il se trouve que Villeneuve a été construite dans les années 60-70 et que c'est une ville qui s'est un peu endormie ces 20 dernières années et que les équipements de cette époque-là n'ont pas du tout été entretenus. Et la piscine, lieu symbolique, la piscine de Villeneuve, c'est 50 000 entrées par an. C'est un lieu très important. On était à deux doigts de fermer cet équipement qui n'était plus adapté, qui nous coûtait une fortune, avec d'énormes problèmes Enfin, c'était une passoire thermique. Et donc, plutôt que de la fermer, on s'est lancé dans la réhabilitation. C'est une réhabilitation qui frôle les 4 millions d'euros quand même. Hein. Donc, mais c'était indispensable. Et aujourd'hui, on arrive à une économie de plus de 40% de la consommation énergétique du lieu. Donc c'était nécessaire et puis on l'a rendu au goût du jour. Et effectivement, on a dans cette dynamique des JO réhabilité et livré, et on continuera à livrer ces prochaines années, de nombreux équipements sportifs. On a livré un skatepark, on est en train de construire 3 terrains de padel et on retravaille et on réhabilite l'ensemble de nos gymnases parce que moi ce que j'aime beaucoup dans votre, je vous l'ai dit en aparté, dans l'intitulé de cette table ronde, c'est qualité de ville qui fait écho bien évidemment à qualité de vie et c'est le défi des élus locaux de travailler à cette qualité de vie et le sport bien évidemment. On l'a bien vu ces derniers mois, on est un vecteur essentiel. C'est fédérateur, mais votre grand projet, nous en parlions aussi tout à l'heure, c'est quand même le marché. Oui. Si on veut parler de vivre ensemble et de services, on est au cœur du grand projet. Vous pensez qu'il sera ouvert à l'aube de... Dans quelques mois, alors quand on fait de la politique, on apprend la patience, hein, on le disait également. Même sujet que nos équipements sportifs, un marché livré dans les années 60, jamais entretenu ou réhabilité. Donc on l'a déconstruit, sauf que c'est le lieu où le dimanche l'ensemble des habitants se croisent. C'est un lieu de vie essentiel. Et donc on construit ce marché qui est un marché très beau, qui est un signal architectural, qui est un marché tout en bois. Et on refait le lien avec les Jeux Olympiques puisque l'entreprise qui nous livre ce marché est celle qui a fait la piscine olympique portée par la métropole du Grand Paris. Donc oui, on est très fiers de ce marché. Il sera livré cet été. Et puis, j'avais envie d'évoquer tout de suite un exemple de service un petit peu contre-intuitif, hein, mais qui en dit long aussi sur comment on gère au quotidien avec les habitants de Villeneuve-la-Garenne les problématiques qu'on peut ressentir. C'est que vous allez nous expliquer pourquoi vous avez finalement rendu le stationnement payant et pourquoi les Villéno-Garennois en sont vraiment très heureux. Alors, ils en sont très heureux maintenant. Vous imaginez quand on a annoncé qu'on allait... mettre en place ce stationnement payant alors que jamais dans cette ville le stationnement n'a été payant. En fait, c'était un tiers des véhicules qui étaient garés à Villeneuve n'appartenaient pas à des Villéno-Garennois. Donc on ne pouvait plus se garer. Donc on est passé par ce dispositif qui en fait a permis de totalement pacifier le stationnement, la place de la voiture en ville, qui est un vrai sujet, la place de la voiture en ville. Comment on fait pour supprimer la deuxième ou la troisième voiture ? Dans une ville de petite couronne, mais en périphérie parisienne, c'est un sujet. Et donc, aujourd'hui, l'habitant ne tourne plus 3/4 d'heure pour se garer le soir et trouver une place devant chez lui, mais surtout, c'est que l'abonnement résidentiel, il est à 1 € par mois. Donc l'idée, c'était de ne surtout pas toucher au portefeuille des Villéno-Garennois et de retrouver, d'améliorer cette qualité de ville ou qualité de vie autour de cette décision politique qui n'a pas été facile. Hein. En majorité, c'est pas simple quand on débat là-dessus, mais on l'a fait, on a pris ce risque-là et ça fonctionne et les habitants sont ravis. C'est ça qui est intéressant dans cette expérience, c'est qu'il faut savoir prendre des risques. Être patient, hein, ça on l'a dit, et puis savoir prendre des risques, et puis être à l'écoute, hein, puisque vous avez aussi tout un programme de réhabilitation au niveau culturel, la médiathèque, mais pas que, il y a la maison des associations, enfin tout un tas de choses au niveau de la culture. C'est un ensemble en fait, le bien-être des habitants.
En fait, c'est les maillons d'une chaîne, hein, et ils sont indissociables, hein, la sécurité, la santé, l'urbanisme, le monde économique, la culture, le sport. Et je mets la culture au même niveau en fait, que l'ensemble de ces priorités. On ne réhabilite pas une médiathèque, on construit une médiathèque. Et on construit un nouveau théâtre également. Les travaux commenceront en 2025. Mais c'est essentiel. Ce n'est pas parce qu'on est une ville populaire qu'on n'a pas le droit d'avoir des services publics de qualité, de faire aussi du beau. Et donc ça, ça nous guide, nous élus locaux, au quotidien. Et puis on en parlera avec vous dans quelques minutes, mais la culture est essentielle. Je le disais, nous, chaque fois qu'on a un projet immobilier, le promoteur a obligation d'avoir une ligne culture et donc de travailler avec des artistes pour livrer des œuvres culturelles, quelles qu'elles soient. Ça peut être des mises en lumière, des fresques, des sculptures ou autres. Ce qui nous permettra dans quelques années d'avoir un parcours culturel dans la ville pour les habitants et pour nos visiteurs. Et puis la culture permet de rayonner. Et on a besoin aussi de rayonner sur le territoire francilien. Pour nous, c'est très important. Alors merci de faire le lien, parce que si on a envie de rayonner aujourd'hui et de beau, Sophie Bruer qui est artiste lumière, donc on va pouvoir rayonner Merci. avec vous. Vous avez un parcours, vous avez travaillé beaucoup avec des architectes paysagers, puis un jour vous vous dites je veux aller sur le terrain, je veux rencontrer les habitants de ces villes qui parfois sont dans des quartiers pas si simples, avec un territoire compliqué. Comment leur réapproprier le territoire par la créativité, mais surtout aussi en les impliquant dans cette créativité. On a un exemple qui est très parlant, qui est Bondy, mais vous allez nous expliquer tout ça. Oui, merci Valérie, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le projet de Bondy est un projet d'installation lumière qui a été réalisé en 2020. C'est un très très long processus qui m'engage personnellement, puisque je sillonne, on va dire, le Grand Paris, et parfois j'identifie des lieux dans lesquels j'ai envie d'intervenir. Et à partir de ce moment-là, se met en place de ma part un très très long travail de recherche, d'histoire de la ville, de recherche d'acteurs sur le terrain, notamment des associations, par exemple à Bondy, pour être plus précise, c'est l'Amicale des locataires qui est devenu partenaire en fait du projet. Là, vous avez une photo en fait qui montre on va dire l'exposition, une partie de l'exposition mémoire du projet, puisqu'on parlait de médiathèque, d'équipement public. Chaque projet que je mène se termine par une petite installation lumineuse qui est généralement dans une résidence sociale, sur des ouvrages d'art, enfin dans plein de contextes. On travaille ensemble avec les habitants pendant plusieurs mois. Je dois dire que le projet Sève, alors son terme va peut-être faire référence à ce que tu disais sur la nature, c'est que Bondy, comme vous le savez sûrement, était sur un territoire au 19e siècle où il y avait une très très grande forêt qui prenait tout l'Est parisien. Et je me suis posé la question, dans une résidence sociale, si les gens avaient cet imaginaire encore présent, s'ils pouvaient réécrire en fait leur environnement, puisqu'ils sont dans une résidence sociale qui est une barre de logement. Il y a 270 logements qui sont au bord de l'autoroute A3, qu'ils ne m'ont jamais parlé durant toute mon intervention de l'autoroute. Ils l'ont totalement intégré, ils n'y pensent pas. Ce à quoi ils pensent, ce sont les espaces verts qui sont autour, la proximité des transports, et puis mon intervention qui les a ouverts sur quelque chose de plus large que leur environnement quotidien, qui est l'écoute ténue de ce qui est leur vie. Donc on a commencé par écouter la montée de sève d'un arbre. Ensuite, on l'a transcrit en lumière. Alors c'est tout un très très long processus qui permet aux gens autour de leur environnement bâti, de créer, de développer un imaginaire commun à partir d'une histoire commune qui est celle de la ville, et puis aussi de s'ancrer. Parce que, en fait, je pense que l'art permet, en tout cas, c'est mon point de vue là-dessus, et c'est ce qui m'anime, c'est de se dire,
Voilà, il faut absolument que les gens s'ancrent sur leur territoire pour savoir où ils vivent. Et ensuite, ils peuvent se poser la question de comment je vis et comment je peux m'impliquer à peut-être un plus large niveau que son bâtiment et son appartement, et élargir son champ de vision. Il y a aussi la culture du regard qui me semble être important, c'est-à-dire que quel regard je porte sur le lieu dans lequel je vis, pourquoi je suis ici, et ça dépasse totalement, je devrais dire, des contraintes matérielles. Moi, mon idée, c'est de leur dire, on a tous la possibilité d'avoir un imaginaire propre, d'avoir un imaginaire commun, et à partir de ça, on peut écrire une histoire, et cette histoire, il y a la finalité. La finalité, c'est une petite installation lumineuse, c'est une exposition mémoire, et l'installation lumineuse, généralement, elle reste. L'expo mémoire se termine au bout de quelques mois, mais l'installation, elle reste, et elle reste pendant plusieurs années. Et par exemple, on dit 2020, 2024, c'est toujours actif, et les gens, quand ils se promènent le soir, ont toujours, dans les passages piétons qui traversent la barre de logement, ils ont toujours ces installations lumineuses. Il y a deux lieux propres. Voilà. C'est une façon de se réapproprier aussi un territoire en y mêlant l'environnement, la créativité. On poursuivra peut-être après parce que je vois malheureusement que le temps passe. Et j'aimerais bien entendre Folake toujours aussi, parce que là on est vraiment au cœur de la démocratisation culturelle, la créativité, le beau. Folake, vous êtes développeuse web chez Valtech, mais vous êtes aussi une jeune entrepreneuse engagée qui avait été repérée par l'association Diversité, que la Tribune d'ailleurs soutient depuis quelques années, et on est très content de faire partie de cette aventure. Vous avez créé un média qui s'appelle Focus Culture. Et vous vous êtes dit, il y a quelques années, vous êtes de Évry-Courcouronnes. Bon, il y a 15 ans, pour venir à Paris, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Culture générale, on s'en moquait un petit peu, c'était pas la priorité. Et vous, en revanche, c'est votre priorité. Comment on peut faire venir des populations vers la culture générale, en tous les cas celles qui n'y voient pas d'intérêt? Vous avez créé votre média et vous allez nous expliquer comment, à travers, alors vous savez de quoi je parle, quel exemple avec la série En Place, qui a un succès énorme sur Netflix, avec Jean-Philippe ou Jean-Michel, j'ai oublié son prénom, Zadi, il m'en excusera, comment à travers une scène que vous repérez dans la série, vous réussissez à faire venir les gens au Louvre. Merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, comme tu viens de le dire, j'ai créé l'association Focus Culture. Bien le micro. Pardon. Et en fait, pourquoi? Parce que moi, je veux faciliter, démocratiser, faciliter l'accès à la culture générale. Et pour faciliter ça, et l'originalité de ça, c'est d'utiliser la pop culture. Donc, que ce soit les films, les séries, les jeux vidéo, les voyages, etc. Et donc, du coup, pour revenir à l'exemple d'En Place, j'ai détecté dans l'épisode 1 de la saison 1 de la série En Place, ils ont fait une scène qui reproduisait le tableau d'Eugène Delacroix. Déjà, une petite fierté pour moi, parce que j'ai pu avoir l'œil... La liberté guidant le peuple. La liberté guidant le peuple, oui. J'ai pu avoir l'œil pour repérer ce tableau, donc petite fierté pour moi. Et je me suis dit, pour emmener les gens plus loin, donc à connaître l'histoire d'Eugène Delacroix, la liberté guidant le peuple, la Révolution française, etc., je vais prendre cette scène qui paraît banale, et je vais l'analyser avec mes codes un peu de quelqu'un qui vient du 91, un peu jeune, un peu voilà. Et du coup, j'aimerais, via ça, donner envie aux gens d'aller au Louvre, de faire le déplacement, du coup, de quitter le 91, prendre le train, faire un petit peu de marche et aller au Louvre, et se dire, j'ai vu ça sur Focus Culture. Donc le pont est fait, et du coup, on ne se déplace pas, entre guillemets, pour rien. On sait ce qu'on va voir, on sait ce qu'on va apprendre, et du coup, ça facilite... Le format, c'est en chap-chap. En chap-chap. C'est à votre façon, avec vos mots à vous. C'est et c'est là tout l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de grand discours derrière. C'est, voilà, je t'explique, tu as remarqué la scène, elle t'a plu, mais cette scène, elle est inspirée d'un tableau d'un grand peintre français que tu peux aller voir au Louvre. Donc, et ça marche, c'est ça qui est formidable. Et puis, vous avez un autre format qui s'appelle Taroko, qui est assez étonnante, avec des rappeurs qui invitent là à aller à la Cité des Sciences avec les enfants. Pas de celui que j'ai vu, en tous les cas. La reco, l'idée, c'est de... Pas que moi, du coup, d'avoir des invités, peu importe ce qu'ils font, que ce soit des rappeurs, des gens connus, des gens pas connus, peu importe, que eux parlent de leurs recommandations culturelles pour nous inspirer, tout simplement. Et vraiment ouvrir les horizons le plus largement possible. Et s'ouvrir l'esprit et se dire, bon, cette personne-là, elle me ressemble ou pas, d'ailleurs. Cette personne-là, elle fait ce que j'aime. Enfin, voilà. Elle m'a conseillé ce livre, elle m'a conseillé ce musée. Je vais aller voir.
Donc encore une fois, ça crée un pont très facile et ça incite à quitter sa banlieue ou de se déplacer tout simplement dans sa banlieue aussi et consommer l'élément de culture. Donc circuler de ville en ville, pas forcément qu'à Paris non plus, hein. C'est ça aussi l'intérêt, c'est ça que vous êtes en train de développer, que les gens se rencontrent, et c'est ce qu'on entend bien en tous les cas à travers tous vos témoignages. C'est-à-dire que Sophie, c'est vrai qu'on a décidé, on se tutoyait tous, alors on va continuer, hein, parce que là j'ai du mal, vous voyez les gens que je connais bien. Sophie, toi tu crées aussi avec les familles, alors bien sûr il y a les villes hein, qui sont partenaires, il y a le ministère de la Culture, mais tu crées du lien, Folaké crée du lien, vous évidemment avec vos habitants, vous créez du lien constamment, vous êtes sans arrêt à l'écoute, Marianne aussi, juste en quelques mots, Marianne, juste pour pouvoir rebondir sur comment l'héritage des Jeux Olympiques, parce que ça c'est pas évident, on n'y pense pas forcément, comment on va transformer par exemple le Media Center, on va réutiliser la biodiversité. En quelques mots, parce que je te sais exaltée par le sujet, et tu ne m'en voudras pas si je te coupe à un moment donné. Non, je peux juste rebondir quand même. Volontiers, volontiers. En fait, parce qu'effectivement, notre sujet, sport, culture, nature, c'est des sujets d'appropriation, d'identité, de signature. Et tous, vous avez témoigné là-dessus. Et en fait, la nature peut aussi, bien sûr, être une signature, une identité très forte. Et je voudrais citer, puisqu'en ce moment, la métropole du Grand Paris fait un appel à projet Nature 2050 pour attirer des projets et financer la biodiversité nature en ville. Je voudrais citer la friche Kodak, qui, vous le savez, un Kodak en 95 ferme son site industriel. On est à Sevran, c'est un très très gros employeur. Et c'est un choc, un traumatisme pour la ville. Et donc l'après-Kodak est évidemment une question cruciale. Et l'après-Kodak, ça a été une friche naturelle. Donc on n'a pas remplacé Kodak par d'autres bâtiments industriels, etc. On l'a remplacé par la nature et on en a gardé le nom, la friche Kodak. Et donc il n'y a pas un remplacement, il reste une signature et il reste finalement cet espace qui est très ouvert et qui s'est complètement réapproprié. Je réponds très vite parce qu'effectivement le sujet et puis on est après ces JO et Pascal disait combien on est content de cet événement et combien maintenant l'héritage des Jeux va être important. Et là aussi, on travaille, nous, sur la biodiversité en héritage. Et en fait, c'est la première fois, d'ailleurs, je crois, que des Jeux ont prévu de mettre la biodiversité. Il y a eu, avec Tokyo, le carbone en héritage, il y a eu la ville frugale en héritage, mais aujourd'hui, il y a la biodiversité en héritage. Et très rapidement, en fait, ce qu'on a fait, c'est Solideo, l'aménageur, sur le village olympique, sur le village des médias, qui a remis de la nature, de la biodiversité, et qui demande aujourd'hui à CDC Biodiversité, d'une part, d'en faire évidemment une gestion vertueuse qui va densifier cette biodiversité, qui va aller chercher les connectivités, mais qui nous demande aussi d'aller chercher l'appropriation de cette biodiversité. Et c'est là qu'il y a vraiment l'originalité du projet par les habitants, donc tous ces nouveaux habitants de ce village olympique, ce village des médias. Et on va aller chercher des sciences participatives, on va aller leur expliquer, on va faire une plateforme numérique avec le Muséum d'histoire naturelle, avec des indicateurs, il y aura des capteurs à oiseaux, des capteurs à chauves-souris, etc. Tout ça va être partagé avec la population et il y a des protocoles de sciences participatives. On va demander aux habitants de prendre pendant 5 minutes toutes les photos sur une fleur et de regarder tous les insectes, etc. Et ça va aller à la science, parce que ce que les habitants de la Seine-Saint-Denis vont faire, ça va repartir au Muséum d'histoire naturelle qui l'exploitera sur le plan scientifique. Merci Marianne. Ça me donne envie de rebondir avec vous, Pascal Pelin, parce qu'on a très peu parlé de biodiversité et d'environnement. Alors je sais que vous partagez une forêt. Peut-être, je ne suis pas sûre d'avoir les bonnes informations non plus, mais comment vous, en termes de réhabilitation aussi, vous pensez l'environnement à Villeneuve-la-Garenne ? Villeneuve, c'est une ville de 3 km². Donc avec 25 000 habitants et un parc départemental qui est intercommunal, puisqu'il est entre Gennevilliers et Villeneuve. On a la chance d'avoir du foncier aussi à Villeneuve, c'est-à-dire que grâce aux Jeux Olympiques, grâce à la métropole du Grand Paris et au président Ollier qui nous accompagne au quotidien, on a pu enfouir, démonter 8 km de lignes à haute tension, ce qui libère 32 hectares de foncier.
Et donc aujourd'hui, c'est comment c'est pas péjoratif quand je dis ça, on utilise ces 32 hectares de foncier pour transformer la ville et amener de la biodiversité dans cette ville qui, au final, sur la partie habitée, est très dense. On a essentiellement de l'habitat vertical. On a de très beaux quais de Seine qui était l'ancien village Villeneuve jusqu'aux années 50, qui est avec de très belles maisons du 19e. Mais ensuite, on a cette folie, cet urbanisme fou des années 60-70 qui était indispensable à l'époque. Et on le revit aujourd'hui, la crise du logement. Mais il faut travailler justement sur amener des espaces verts dans la ville et travailler sur cette biodiversité. C'est un travail que l'on fait quotidien. C'est une ville qui va passer de 25 à 35 000 habitants malgré tout. Moi, je suis un maire bâtisseur, pas bétonneur, justement. Différence, c'est important. Bâtisseur, c'est très important de le dire. Eh bien oui, on va construire. J'ai du foncier, c'est un devoir moral, il me semble, de construire quand on a du foncier aujourd'hui. On le fait, mais on le fait de manière raisonnée. Intelligente. Donc on a bien compris, partage, sur l'héritage, qu'est-ce qu'on fait d'un héritage, comment on le transforme dans l'environnement, dans la culture, dans les arts, dans le vivre ensemble. Je pense que tous ensemble, vous pourriez faire même un très très beau projet participatif, pourquoi pas, à Villeneuve-la-Garenne. En tous les cas, je vous remercie infiniment puisque le temps est maintenant écoulé, donc on essaye de rester un petit peu dans les temps. Merci mille fois et puis bravo pour tous vos projets et une bonne continuation à tous. Merci.